L'Ukraine remercie Boris Johnson pour son soutien dans les moments les plus difficiles. C'est un mot de Volodymyr Zelensky à l'adresse du Premier ministre britannique démissionnaire. LCI Midi repart en spécial Ukraine. Tout de suite direction Sloviansk, ville disputée dans l'est du pays. Les civils évacuent dans l'urgence leur ville bombardée. Les Russes sont à 16 km. Les évacuations sont quotidiennes. Sur les 110 000 habitants d'origine, une vingtaine de milliers sont encore coincés sur place. Suzanne Prince. Une valise, un sac. Voilà tout ce qu'ils emportent avec eux. Ces dernières semaines, pas un jour sans que la ville ne soit bombardée. Les visages marqués par l'épuisement. Ces habitants quittent Sloviansk à contre-cœur. Je vais faire évacuer ma femme et je n'ai plus le choix. Demain, je vais rejoindre l'armée. Je suis revenue en ville pendant 2 jours pour récupérer mes affaires. Là, on essaie de prendre tout ce qu'on a et de partir loin d'ici, parce qu'ici, la vie est devenue effrayante. Nous n'avons eu que le temps d'évacuer les enfants. Territoire stratégique dans la conquête du Donbass, l'étau se resserre autour de Sloviansk. Signe de la violence des combats, ce marché en partie détruit par des frappes mardi. Bilan, 2 morts et 7 blessés. J'étais ici en train de travailler une demi-heure avant que ça se passe. Dieu merci, c'est arrivé au moment de la pause de midi. Il y avait peu de monde. C'est ici, c'est ma boutique. Je n'ai pas de mots. Beaucoup d'argent, beaucoup de ressources investies, 20 ans de travail, tout est perdu. Plus de revenus, plus de richesses, plus rien ne nous relie à cette ville. Les Russes ne seraient plus qu'à 16 km de la ville. Selon le maire, sur les 110 000 habitants que comptait Sloviansk, 23 000 seraient encore sur place. Alors, beaucoup de ces civils partent pour la ville de Dnipro, où l'on retrouve notre envoyé spécial Ignacio Bornas. Je me trouve ici à Dnipro, dans un des nombreux centres d'accueil des réfugiés du Donbass. On trouve essentiellement des femmes, des personnes âgées, des enfants. La plupart ont perdu leur maison, leur voiture. Ils ont fui le Donbass à l'aide de volontaires qui, en van, en voiture, en bus, sont venus évacuer la population en faisant des allers-retours régulièrement entre Dnipro et le Donbass. La plupart de ces réfugiés viennent des villes de Sloviansk ou de Kramatorsk, des villes encore sous contrôle ukrainien, mais qui sont quotidiennement bombardées par l'armée russe. Ce sont des villes stratégiques. Leur contrôle par l'armée russe voudrait... Pardon. Ouais. Ok. Je me trouve à Dnipro, dans un des nombreux centres d'accueil des réfugiés du Donbass. Essentiellement, on trouve ici des femmes, des personnes âgées, des enfants. Tous ici ont vu leur maison détruite. Petit problème de liaison avec nos envoyés spéciaux Ignacio Bornassin. On va revenir sur cette situation. Les Russes qui avancent, qui progressent. Rien n'y fait, ni même les armes qui sont attendues ou qui sont envoyées. Est-ce à dire, comme le titre certains journaux, que les Ukrainiens ont perdu le Donbass ? Non, ils n'ont pas perdu le Donbass en tant que tel. Dans une guerre, il peut y avoir des retournements de situation. Il est certain qu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas vraiment le sentiment que l'armée ukrainienne soit en mesure de reprendre l'avantage. Elle subit. Elle se retire plus ou moins en bon ordre. Et on voit que les villes moyennes de 100 000 habitants sont prises les unes après les autres, après d'intenses tirs d'artillerie, de longues semaines, et petit à petit, on a un grignotage sur le terrain par l'armée russe du territoire effectivement ukrainien. Est-ce que c'est irrémédiable ? Objectivement, à la date d'aujourd'hui, personnellement, je vois mal comment l'armée ukrainienne pourrait récupérer ce territoire perdu. Ensuite, on ne voit pas de faiblesse du côté russe à la date d'aujourd'hui. Depuis des semaines, on nous a dit, oui, il y a des désertions, mauvaise logistique, une lourde perte. Sans aucun doute, c'est vrai. Mais l'armée russe tient et elle avance. Elle avance tranquillement. Et puis aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain ralentissement dans l'action. Hein, on en a parlé ce matin. Et c'est normal parce qu'il y a un moment, ça fait quand même plusieurs semaines d'intenses combats. Ben, au bout d'un moment, les forces en première ligne doivent être complétées, doivent récupérer du personnel, doivent se reposer aussi. Donc actuellement, ce que l'on voit, c'est beaucoup de tirs d'artillerie qui préparent le terrain, la suite, Sloviansk en particulier, 15 km, 16 km, c'est le prochain bond. Donc maintenant, il y a vraiment cette préparation d'artillerie, comme ça a été fait précédemment, pour préparer le terrain, et que pendant que les troupes se reposent, russes, être en mesure de leur préparer le terrain pour qu'elles fassent la conquête de ces villes. Général, juste, c'est si difficile que ça de reprendre du terrain. On sait que le président Zelensky a dit « je ne lâcherai pas un pouce du territoire ukrainien », mais ce territoire perdu, il faudrait combien de troupes, combien de matériel pour reprendre
autant de territoires? Il faudrait d'abord avoir la capacité de rassembler les troupes suffisantes pour qu'elles soient significatives pour remporter une victoire locale. Mettons 15-20 000 hommes, c'est à peu près ce qu'on voit à peu près sur le terrain. Être capable aujourd'hui de rassembler 15-20 000 hommes en troupes organisées, capables de travailler ensemble, avec des appuis d'artillerie, avec des appuis aériens, avec forcément, dans ces cas-là, du renseignement sur les Russes qui seraient prêts à céder. Je vois mal comme aujourd'hui ça pourrait être réalisé militairement parlant. Donc effectivement, il y a le discours, il y a la communication, oui, pour dire oui, on va reprendre, parce que politiquement, Zelensky ne peut pas dire le contraire. Mais objectivement, sur le terrain, date d'aujourd'hui, on ne voit pas comment. Sur le terrain, en tout cas, l'armée russe n'a pas réalisé de gains territoriaux hier, et ce pour la première fois depuis 133 jours de conflit, selon l'Institute of War américain. Jade Partouche nous a rejoint. On parle de pause dans ce conflit. Où est-ce qu'on en est exactement autour de Sloviansk ? Oui, effectivement, le ministre de la Défense russe n'a revendiqué aucun gain territorial depuis le 3 juillet, précisément. Et effectivement, ça colle avec ce que disait Vladimir Poutine il y a quelques jours. Ces unités doivent se reposer après la prise du Lougansk. C'est une pause opérationnelle, vous le disiez à l'instant, en plateau. Mais malgré tout, les unités continuent d'engager notamment des tirs d'artillerie. On note en fait ces derniers jours une tentative d'incursion par le nord-ouest, par Izium, pour redescendre vers Sloviansk, par Liman également, donc par le nord-est. Ce qui fait qu'aujourd'hui, selon les toutes dernières informations, eh bien, les Russes se trouveraient à seulement 16 km, si on regarde de ce côté-là, de Sloviansk. Selon l'Institute of Study of War, qui a très bien documenté le conflit depuis le début, les Russes auraient même tenté une incursion jusqu'à la ville de Mazanivka, qui, elle, se trouve à une vingtaine de kilomètres. Donc on est à 20 km à gauche, et à peu près 16 km à droite, ce qui prouve clairement que l'étau se resserre autour de Sloviansk. Selon le ministère britannique de la Défense, les Russes se seraient même positionnés tout autour de cette autoroute que vous voyez là. C'est un axe majeur, parce qu'elle traverse en quelque sorte l'Ukraine, mais elle traverse surtout Sloviansk. Et donc les Russes auraient tenté de se positionner tout autour de cette autoroute. Selon la NASA, qui cartographie les incendies dans toute cette zone-là, eh bien, il y a une série d'incendies qui auraient eu lieu dans cette ville-là de Rayorodok, qui prouvent donc que les Russes poursuivent leur tentative continuent en tout cas de mener des frappes d'artillerie. Il faut avoir en tête une chose importante. Ce que vous voyez en bleu sur cette carte, ce sont tous les cours d'eau, les lacs, qui protègent en quelque sorte Sloviansk effectivement des attaques au sol. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, les Russes, s'ils descendent, ils ne peuvent qu'avancer au compte-gouttes. En revanche, Sloviansk est, ça c'est sûr, à portée d'artillerie, parce qu'en étant à 16 km, eh bien, Sloviansk est extrêmement fragile, tout comme Kramatorsk, sa ville voisine, qui sont les deux cibles, vous le savez, privilégiées des Russes. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Jade Partouche. Alors, pourquoi les Russes seraient tenus à l'écart pour le moment de Sloviansk ? Eh bien, selon le président Zelensky, grâce aux armes venues de l'étranger. Réalité au coup de com', en tout cas on l'écoute. Il semble que l'artillerie occidentale, les armes que nous avons reçues de nos partenaires, a commencé à fonctionner de manière très puissante. Sa précision est exactement ce qu'elle devait être. Nos défenseurs infligent des coups très sensibles aux entrepôts et aux autres points importants pour la logistique des occupants. Et cela réduit considérablement le potentiel offensif de l'armée russe. Xavier de Giacomoni, Zelensky affirme que les Ukrainiens sont en mesure d'infliger des coups sévères à la logistique russe. Est-ce que là, ils marquent des points grâce aux armes occidentales ? Il faut savoir de quoi on parle. En fait, ils arrivent à infliger des coups sévères à la logistique russe en tapant en profondeur avec des missiles ou parfois avec les fameux HIMARS, mais qui ont une portée de 60 à 80 km. Donc là, il faut quand même être relativement près. Il est certain qu'ils ont pu taper une base aérienne à Melitopol. Ils ont pu aussi bombarder des dépôts de munitions très, très importants aux alentours de la ville de Donetsk. Vous savez, c'est la capitale de l'oblast de Donetsk. Et puis, ce qui est très compliqué, c'est que le front fait plus de 1000 km de long. Donc, voir à chaque fois qui recule, qui avance, il est certain que pour le moment, les Russes n'ont quasiment pas bougé depuis 4 jours. Mais en revanche, ce qu'on peut voir, c'est que les Ukrainiens ont réussi à reprendre tout à fait dans le sud de l'oblast de Donetsk un tout petit village, c'est vraiment pas une grosse ville, qui s'appelle Solotke. Mais là, ils ont fait une avancée, mais qui est de 2 à 3 km. Il faut se souvenir quand même que pour prendre Sievierodonetsk et Lysychansk, il a fallu aux Russes
Russes quasiment 3 mois de bombardements intensifs, totalement indiscriminés. Sur le terrain, il ne reste plus rien. Les deux villes sont quasiment rasées, on dirait Londres ou Dresde après la Seconde Guerre mondiale, et que donc ça prend énormément de temps de pilonner tous les endroits où l'armée ukrainienne pourrait se mettre à l'abri avant de pouvoir faire avancer les fantassins et puis les chars qui les accompagnent. Par exemple, au nord de Sloviansk, je regarde la carte qui est sous mes yeux, vous avez 3 niveaux de fortification jusque vers le nord-est. Alors, les niveaux de fortification, c'est même pas tout à fait la ligne Maginot, hein, c'est un peu plus rudimentaire que ça. Ce sont des tranchées avec des positions extrêmement bien protégées où les Ukrainiens vont pouvoir essayer de contenir l'avancée des troupes russes. Alors, l'efficacité des armes occidentales, évidemment, mais vous savez, ils ont reçu aujourd'hui 4 HIMARS. Ils vont recevoir au total, le président Biden en a promis 8, pour vraiment faire reculer les Russes. On imagine qu'il leur en faudrait des dizaines. Alors justement, je pose la question au général Chovancy. Quand Zelensky dit les armes ont considérablement aidé notre armée à repousser les forces ennemies, notamment du côté de Sloviansk. On n'est pas sur de la com, on n'est pas sur un message délivré, peut-être pas à l'armée, mais en tout cas au peuple ukrainien. Au peuple ukrainien en disant oui, il y a des équipements étrangers qui viennent nous aider, puis c'est aussi une manière de nous remercier indirectement, dire oui, vous participez à la victoire. Mais oui, c'est de la communication stratégique. Il ne peut pas dire différemment. Il faut bien qu'ils mettent en valeur les équipements qu'on promet, qu'on dit qu'ils arrivent et qu'ils soient surtout employés. En fait, on n'a pas beaucoup d'images sur l'emploi des armes. Objectivement, on n'en a pas. Donc, oui, il ne peut pas ne pas le dire. Et puis, on voit quand même que depuis une quinzaine de journées, comme il n'y a pas vraiment de résultats sur le terrain, il faut bien que l'homme politique chef de guerre dise quelque chose et dise oui, nous nous battons et nous avons du résultat. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de résultat, mais c'est la mise en valeur du peu d'efforts réalisés sur le terrain qui est nécessaire pour le moral de la population, mais aussi de l'armée ukrainienne. Alors, le résultat, quand même, c'est qu'en 4 mois et demi de guerre, la Russie n'a pas envahi toute l'Ukraine. Ça, c'est quand même déjà un résultat tout à fait tangible, alors que c'était les plans du Kremlin et que manifestement, ils pensaient y arriver très facilement. Oui, mais tout simplement parce qu'on a le sentiment, mais après, je ne suis pas un expert, que le Kremlin comptait énormément, d'ailleurs, il l'a largement vendu à ses soldats, que la population allait les accueillir les bras ouverts. C'est même pas vrai dans le Donbass. Vous pensez que Poutine ailleurs, s'est planté à ce point, c'est-à-dire qu'il pensait vraiment de quelque chose qui pouvait être fait en 4 jours il y a eu forcément des manques en matière de renseignement, et notamment lorsqu'ils ont voulu prendre la base aérienne d'Ostomel près de Kiev, ils ne s'attendaient pas à être accueillis par des militaires aussi bien entraînés, ayant mis sur pied de nouvelles tactiques par rapport aux vieilles tactiques héritées de l'armée soviétique, des tactiques qui sont plus des affrontements char contre char, mais plutôt du harcèlement avec des petites unités équipées de matériel moderne déjà, parce qu'ils avaient déjà des javelins, ils avaient déjà des Stinger. Ça, ils l'avaient reçu, cet équipement-là. Non, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Nous allons parler, parce qu'on aime bien, on en a parlé aussi hier, des factotums de Poutine sur le terrain, les fameux Tchétchènes. Chaque jour, une vidéo. Ils font plus de vidéos d'ailleurs qu'ils ne combattent, sauf parfois et malheureusement vis-à-vis des civils. Et pourquoi pas aller jusqu'à Berlin? Regardez et écoutez. Inch'Allah, ça ne fait aucun doute. Après la République de Donetsk, Mykolaïv, Kherson, Odessa, à moins que Vladimir Poutine ne nous arrête, Inch'Allah, nous irons jusqu'à Berlin. Président Vladimir Poutine, Ramzan Kadyrov, nos frères défendent l'islam surtout et avant tout. Ils défendent nos valeurs et la grandeur du tout-puissant Ramzan Kadyrov, le chef des Tchétchènes qui joue un grand rôle dans le djihad. Voyons. Uniquement oui, si alors, Dieu veut. Oui, nos frères défendent l'islam, ils ont une petite lacune quand même concernant Vladimir Poutine, parce qu'il faut se souvenir que concernant les islamistes tchétchènes, il avait dit j'irai les buter jusque dans les chiottes. Donc il va falloir qu'ils se mettent un peu d'accord entre eux sur quelles sont les cibles et quels sont les objectifs. Mais ça fait partie, on se souvient depuis le début, concernant les Tchétchènes, ils étaient utilisés pour faire peur face au bataillon Azov. Ils avaient tout de suite été envoyés à Mariupol pour essayer de marquer un point d'un point de vue de la guerre psychologique. Donc on sait que régulièrement les Tchétchènes sont utilisés pour montrer à quel point l'armée de Vladimir Poutine est prête à tout et à aller très loin. Mais là, franchement, il faut vraiment qu'ils revoient leurs fondamentaux parce qu'ils ne sont plus du tout sur la même ligne. Oui, enfin, il ne faut pas oublier non plus que la Russie, quand même, c'est 10 à 15% de musulmans.
qu'on oublie beaucoup. Donc à la limite, qu'il y ait des unités de ce type, bon, en plus les relations avec la Tchétchénie sont quand même très précises, avec Kadyrov, quand même, c'est quand même un potentat local. Une grande partie des soldats de base, d'ailleurs, sont musulmans et viennent de République musulmane. Oui. Donc à la limite, c'est vrai que pour nous, ça nous fait un peu surprenant quand on entend ça. D'abord, Inch'Allah, moi je veux bien, combattant finalement le mécréant, et associé à une armée russe dont c'est pas forcément la religion principale, et dont on n'aura pas effectivement ce discours. Mais à la limite, il y a une convergence d'intérêts. Dans la victoire. Que pense le Kremlin? On voit les de barbes cette- bien taillées, les uniformes Oui, impeccables. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus en représentation pour faire des vidéos que pour réellement faire la guerre.